Et salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on parle du livre Les Irresponsables qui a porté Hitler au pouvoir de Johann Chapoutot. Aujourd'hui, on traite du chapitre 3, le mania des médias et l'union des droites. Dans ce chapitre, on va essentiellement discuter d'un homme qui s'appelle Alfred Hugenberg, qui est grosso modo le Bolloré de l'époque. Alors, on va rentrer plus dans le détail, et cette comparaison à Bolloré, elle est pas la mienne, c'est-à-dire qu'elle est celle de Johann Chapoutot, c'est pour ça que je me permets de faire la comparaison. Alfred Hugenberg, c'est quelqu'un qui est référé par son biographe comme le Führer oublié des années 1928 à 1933. Donc c'est quelqu'un qui avait vachement d'influence sur la politique à son époque. Et ça, c'était pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il était patron d'industrie, donc c'était quelqu'un qui avait une grande fortune et qui avait un impact à ce niveau-là. Et puis c'est quelqu'un qui avait eu un énorme pouvoir sur les médias et qui était capable d'influencer la vie politique. Et donc, comme je l'ai dit, Chapoutot, il le compare à Vincent Bolloré, mais pas seulement, il le compare aussi à Rupert Murdoch et à Silvio Berlusconi. Il va dire à son sujet, Hugenberg se distingue cependant de ses avatars ultérieurs par une formation intellectuelle solide. Issu d'un milieu bourgeois, nationaliste et conservateur, fils d'un haut fonctionnaire de Hanovre, Alfred Hugenberg, né en 1865, grandit dans le jeune empire allemand, celui de Bismarck et de Guillaume II, dont la croissance économique, démographique et territoriale semble sans limite. Il garde toute sa vie la nostalgie d'une Allemagne puissante et redoutée, celle du wilhelmisme triomphant et du en avant à toute vapeur, et de la place au soleil. Étudiant en droit, il se familiarise avec la culture raciste, antisémite et social-darwiniste des scientifiques, économiques et politiques de son temps. Donc, à la différence d'un Bolloré, par exemple, Hugenberg, c'est quelqu'un qui a une formation intellectuelle. Il écrit notamment une thèse sur la colonisation intérieure de l'Allemagne de l'Est. Et c'est un sujet qui lui tient très à cœur et pour lequel il va travailler pour l'État. Au sujet du Landsvolk, donc un sujet qu'on a évoqué dans la précédente vidéo où des propriétaires terriens se révoltent de perdre leurs terres suite à des grosses difficultés financières. Lui, il dira, grosso modo, très tôt, il suggère la nationalisation des grands domaines orientaux grévés par les dettes et faibles rendements, dans le cadre d'une réforme agraire qui pourrait lotir des exploitations viables à taille humaine pour des familles saines, un Blut und Boden, entre parenthèses, sang et sol en acte. Donc on est quand même sur une proposition de nationaliser, on se dit ok, ça a l'air un peu à gauche, mais quand même il y a quelque part cette idée où on se dit ah ouais, mais c'est quand même sur des bases de familles saines, il est question de sang et de sol, donc on est vraiment sur des idées profondément en réalité à l'extrême droite et qui vont défendre la pureté de la race allemande. Et ces sujets-là, on va y revenir un peu plus tard parce qu'effectivement c'est quelque chose pour lequel il a particulièrement œuvré. Donc, dans un premier temps, comme je l'ai dit, après cette thèse, il va travailler dans la haute fonction publique. Il travaillera pour la Commission prussienne et royale de la colonisation, où il est question de parler de la colonisation intérieure de l'Est de l'Allemagne. Son rôle, c'est globalement de mener cette colonisation intérieure de l'Est et un combat économique contre la Pologne au sujet de ces grandes zones agriculturales de l'Est. Mais au-delà de son engagement dans les affaires du gouvernement, hein, puisqu'il travaille pour la haute fonction publique, il est dit parallèlement Hugenberg est, en 1891, un des membres fondateurs de la Ligue pan-germaniste, Haudeutscher Verband, un des lieux où s'élabore et se diffuse la géopolitique volkisch, une conception ethno-nationaliste de l'histoire humaine et du monde contemporain où la lutte des races et l'acquisition d'un espace vital propre à renforcer le peuple biologique, entre parenthèses le Volkssturm, donne le la de la politique. Dans ce combat des nationalités, les Allemands se révèlent selon lui inférieurs aux Français et aux Polonais plus chauvins. Il faut donc mener une propagande nationaliste à laquelle Hugenberg va vouer une grande partie de sa vie, sans négliger tous les artifices financiers qui permettent de saisir des terres, forêts et pâturages aux Polonais. Donc le sujet du pan-germanisme et du Volkskraft, c'est une idée qui se repose sur une théorie qui serait de dire qu'il y a un peuple allemand, un peuple originel allemand, qui serait répandu sur les limites de l'empire germanique de l'époque de l'Antiquité, et que ce peuple devrait être regroupé et a le droit de se regrouper sur le territoire qu'il occupait à l'époque. Autrement dit, l'argument c'est de dire j'y étais il y a 1000 ans, donc
c'est chez nous et c'est à nous de gérer cette terre et c'est à nous d'avoir la possession de ces terres. Mais au-delà juste de l'idée de la possession des terres, il y a aussi cette idée très ethno-nationaliste, encore une fois, mais aussi très pureté de la race, lutte des races, etc., qui va être de réclamer une supériorité de la race allemande. Idéologie qui, bien évidemment, le place très clairement dans l'extrême droite. Et puis plus tard, il va abandonner la fonction publique et prendre un poste de direction dans l'Aciérie Group, qui est une aciérie qui a relativement de succès, puisqu'effectivement, c'est une époque où on est dans une époque d'industrialisation, où l'acier, c'est un domaine important, surtout entre les deux guerres. Donc, vous imaginez que c'est un poste qui va brasser pas mal d'argent. En parallèle de son travail, lui, il va militer avec certains syndicats patronaux pour une Ukraine libre. Alors, comme ça, on peut se dire que c'est une bonne chose, mais la réalité, c'est qu'il va militer pour une Ukraine libre tant que l'Ukraine est dépendante d'un autre pays, et dès que l'Ukraine sera libre, donc fin des années 1918, si je dis pas de bêtises, d'un coup, la lutte sera plus tant pour que l'Ukraine soit libre, mais que ça devienne un protectorat allemand. Donc l'idée, c'est encore une fois, avec cette idée de pan-germanisme, de dire cette terre appartenait au peuple allemand originel, hein, aux racines du peuple allemand, et donc elle devrait appartenir à l'Allemagne maintenant. Et donc, dans ce cadre-là, avec les syndicats patronaux Bund der Industriellen et Bund der Landwirte, il fait des pétitions auprès de Guillaume II, l'empereur de l'époque, pour des grands projets d'annexion. Et les Bund der Industriellen et Bund der Landwirte, c'est des syndicats patronaux de l'industrie et de l'agriculture. Et puis arrive la fin de la Première Guerre mondiale, donc en 1918. Ces gens-là sont très contents parce que d'une part à l'est on va avoir gagné des terres, mais par contre ils sont aussi très tristes parce que à l'ouest c'est pas du tout le cas, c'est même l'inverse, on a perdu des terres pour l'Allemagne. Et ils vont considérer ça comme une catastrophe absolue parce que d'une part on perd ses terres à l'ouest, mais en plus de ça l'Allemagne perd ses colonies et ses protectorats. Et en plus de ça vient s'ajouter une autre catastrophe gravissime, c'est le développement des idées communistes un peu partout en Europe après qu'elles se soient développées en Russie. Donc tout ça, c'est des nouvelles qui lui plaisent pas du tout à Hugenberg, et il se dit, bah qu'à cela ne tienne, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il va abandonner son mandat chez Krupp pour se consacrer à d'autres sujets. Le premier sujet, ça va être de fonder le DNVP, le Deutsche National Volkspartei, qui est donc le parti du peuple nationaliste allemand. Et donc il va fonder ça avec d'autres gens, et il va fonder aussi la RDI, la Reichsverband der Deutsche Industrie, qui est donc aussi un syndicat patronal de l'industrie allemande. Et c'est quelqu'un qui va donc s'investir en politique, mais directement. C'est-à-dire que contrairement à quand on parlait de Bolloré, par exemple, si on fait le parallèle, Bolloré, c'est quelqu'un qui est un patron d'industrie, mais qui est en parallèle aussi un patron des médias, mais qui va pas directement s'immiscer, du moins au grand jour, dans le débat politique. En revanche, lui, ce qu'il fait, c'est que comme il crée un parti, bah, il va vraiment aller dans l'arène politique et défendre ses idées. C'est notamment un constituant de la République de Weimar, c'est-à-dire qu'il fait partie des gens qui vont voter la nouvelle constitution de la République de Weimar. Et à cette occasion, lui, il va lutter contre tout ce qui est projet de démocratie représentative. Et bah, plus tard, quand il sera élu via son parti via le parti qu'il a co-créé, le DNVP, il va continuer à lutter dans ce sens contre toute avancée démocratique. Et puis ça ne suffisant pas, il va réorganiser ses affaires et il abandonne son mandat chez Krupp pour créer son empire médiatique. Hugenberg réorganise également ses affaires. Tout en gardant un pied dans l'industrie lourde, il abandonne son mandat chez Krupp pour créer un empire médiatique inédit en Allemagne. Dès 1913, il a racheté plusieurs agences de presse, avant, en 1916, d'acquérir, avec le soutien du gouvernement, le troisième groupe de presse allemand, celui d'August Scherl, qui domine avec Ullstein et Mauss le paysage de l'information dans le Reich. Donc il y a déjà cette ambition d'acheter du pouvoir, et comment on achète du pouvoir, c'est on achète de la capacité de produire de l'information. Puisque comme on le dit souvent, le journalisme, c'est un quatrième pouvoir.
Avec méthode et un industriel éprouvé, rompu à la finance, Hugenberg édifie un Konzern, c'est-à-dire un groupe qui associe concentration horizontale, entre parenthèses l'achat de plusieurs journaux concurrents par exemple, et l'intégration verticale, entre parenthèses l'association d'entreprises affectées à divers stades de la production d'un même produit. Donc d'une part, il va y avoir cette idée d'acheter plusieurs titres de presse pour pouvoir inonder la presse avec ses idées, mais d'autre part, il va y avoir l'idée de contrôler la production de l'information depuis son début, depuis son écriture, depuis le moment où les faits sont rapportés, écrits, etc., jusqu'à sa distribution. Et ça, c'est un avantage parce que ça permet de pousser plus ou moins certaines choses qui auraient pu être filtrées par d'autres acteurs si on possède que les médias, par exemple. Une dizaine d'entreprises et de banques sont rassemblées dans une holding présidée par Hugenberg qui pense l'architectonique générale de manière exemplaire. Il réunit ainsi une agence de presse, la Telegrafen Union, qui fournit les nouvelles et les vend également à la concurrence. Un bureau d'annonces publicitaires qui centralise les inserts et encarts dans les journaux et magazines du groupe, et le groupe de presse proprement dit, August Scher Verlag. Celui-ci compte 26 quotidiens et hebdomadaires nationaux et provinciaux. Ce qui est imposant, mais ce n'est pas encore l'essentiel. Donc, comme on vient de le voir, il y a deux choses en simultané. Le fait de posséder plusieurs titres d'information, parce qu'à l'époque, c'est surtout les journaux, et puis posséder les moyens de production de cette information du bas vers le haut. Ce qui va permettre à la fois de nourrir et de faciliter économiquement le fait de créer de l'information pour les journaux qu'ils possèdent et qui vont la diffuser, mais aussi de fournir des journaux concurrents avec la même information qui sera créée par lui. Mais ce n'est pas encore l'essentiel. Donc, il y a plus, c'est-à-dire que, en bon industriel, Hugenberg a pensé à la standardisation du processus de production, de ce que aujourd'hui on appelle des contenus. Un terme qui, pour Hugenberg déjà, signifie bien qu'il s'agit de remplir un simple contenant, le journal, comme on le ferait d'une conserve. Le Konzern prend en effet une usine à texte, la WIPRO, Wirtschaftsstelle für die Provinz, cette agence économique pour la province, est une équipe de rédacteurs qui préparent des éditoriaux, articles et reportages prêts à l'emploi, pressés sur des matrices que le groupe achemine vers les titres de presse qui sont abonnés à ce service. Coup double pour le Konzern Hugenberg, il gagne de l'argent et diffuse les articles correspondant à sa propre ligne éditoriale qui est nationaliste, réactionnaire, raciste et antisémite. C'est là que l'on aperçoit la véritable force de frappe du groupe. Au-delà des 26 titres maison, ce sont 1600 journaux qui se font le relais de son message. Le nom exact de la holding créée par Hugenberg, l'association économique pour la promotion des forces de relèvement spirituel, exprime bien sa raison sociale. C'est, dans tous les sens du terme, une entreprise idéologique. Et ces phénomènes-là, c'est des choses qu'on retrouve notamment aujourd'hui. C'est-à-dire que ça nous fait évidemment penser à Bolloré qui possède énormément de médias, qui possède des cinémas, qui possède pas mal de sources d'informations et de manières de créer cette information et la diffuser. Mais ça fait aussi penser à Édouard Serin avec son projet Périclès. Si on se rappelle bien, Périclès qui veut dire patriote, enraciné, quelque chose, raciste, raciste. Mais ça fait penser aussi au projet Périclès de Pierre-Édouard Serin, qui signifie patriote enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européen et souverainiste, qui est globalement ce même projet pour promouvoir les idées d'extrême droite. Alors c'est un think tank, quelque chose qui n'existait pas vraiment à l'époque, mais globalement on a cette même idée de produire de la pensée, produire du contenu et produire des choses pour promouvoir les idéologies qui sont les siennes et d'extrême droite. Son emprise sur ce qu'on appelle en France la PQR, la presse quotidienne régionale, est décisive, car l'essentiel de la lecture des journaux se fait à l'échelle locale. Les quotidiens y sont indubitablement, pour les historiens de la presse de Weimar, des acteurs politiques. Vecteur décidé et décisif d'une inculture civique portée par une simplification polémique, indigne, qui vise moins à informer qu'à faire de la politique avec les nouvelles. Et ça, encore une fois, ça fait écho à ce qu'on a actuellement avec les chaînes d'information en continu, ce genre de système d'information qui cherche tellement à produire des choses dans l'immédiateté et qui cherche à créer des événements à partir de rien. On parle énormément de choses qui sont des faits divers, qui sont élevés au rang de faits de société et discutés en long, en large et en travers, simplement par le besoin de produire ce contenu à chaque fois.
Mais c'est pas tout, parce que là, Hugenberg, il se dit, bah, c'est très bien, je possède pas mal de médias, je possède le moyen de produire et diffuser de l'information conforme à mon idéologie d'extrême droite. Mais ça, c'est des journaux. Et à l'époque, il y a le début des parlants, et les parlants, donc les films avec de l'audio, puisqu'à l'époque, c'est vraiment le début de ça, qui vont remplacer les films muets. Et avant les films, il se passe quelque chose au cinéma, c'est que on passe des informations avant les séances de cinéma. Et donc, il va racheter une des entreprises qui, en Allemagne, permet de créer ces contenus-là et va gérer la manière, enfin, va faire de l'ingérence et donc impacter comment est produite l'information, celle qui est diffusée dans les cinémas. Cette redoutable machinerie est tentée sur un modèle rhétorique et graphique qui vise l'efficacité, voire la brutalité. Les gros titres noirs soulignés en rouge, usage abrasif des points d'exclamation et des termes les plus tranchants, caricatures grossières, une technique de sensationnalisme, une technique de talking point. Note en 1928 Ludwig Bernhard, qui salue cet art de diriger pour une journée toute l'attention d'une large population vers un événement particulier, le tout avec une force magnétique. C'est-à-dire plus précisément d'élever un fait, une déclaration, voire une simple supputation au rang d'événement mondial un jour durant. Un art éphémère qui ne connaît et ne doit connaître ni veille ni lendemain, parce qu'il doit donner au jour en question toute sa coloration et toute sa signification. La finalité, selon Bernhard, est essentiellement économique. Il s'agit d'attirer le regard d'un public intéressé, car les recettes publicitaires sont la principale source de revenus des journaux. Non sans segmenter le public et créer des publications différentes pour des lectorats socialement et intellectuellement différenciés, soit à côté des tabloïds imprimés pour la masse, ceux qui rapportent le plus, un journal plus distingué pour les bourgeois. Il va de soi que pour Hugenberg, l'horizon temporel ne se borne pas au quotidien. Et donc, il y a vraiment cette idée de fabriquer une information qui est à la fois présentée comme omniprésente et qu'on va forcer à toute une population, et quelle que soit sa classe sociale, on va la forcer d'une manière différente selon la classe sociale, selon les intérêts de chaque population, mais il va y avoir un effet de mode, un effet de forçage médiatique qui fait que un jour donné, il y a un sujet qui va être traité, et ce sujet, tout le monde va avoir besoin d'en entendre parler. Tout le monde va avoir besoin d'avoir son avis là-dessus. Et puis, on va avoir besoin de monopoliser l'esprit et l'attention de tout le monde. Ça a deux effets. Le premier, qui est celui que décrit Bernhard, qui est de dire que ça va rendre les journaux plus viables économiquement, puisque ça va créer un besoin d'accéder à cette information pour les lecteurs et lectrices. Et puis il dit, il va de soi que pour un Hugenberg, l'horizon temporel ne se borne pas au quotidien. La grande diffusion de ces publications multiples, la possibilité de donner le ton chaque jour de manière plus ou moins discrète, tout cela donne une influence qui est bien plus profonde et durable que la superficialité des papiers ne laisserait le supposer. Note le professeur et ami du mania. En travaillant l'écume de l'actualité, on laboure en réalité les profondeurs océaniques de la psyché nationale dans un sens conservateur, voire réactionnaire. Quelques unes bien calibrées sur tel scandale impliquant des juifs vont permettre de réactiver 1500 ans d'antisémitisme européen. Et donc ce qu'il nous dit là, c'est que non seulement il y a cette idée de rendre plus viables les journaux dans lesquels il est investi, mais aussi d'utiliser toute cette puissance médiatique pour travailler au corps le cerveau de ses lecteurs et les lectrices, et pour inculquer sa pensée raciste, antisémite et tout ce qui va avec. Oswald Spengler, qui est un philosophe et ami de Hugenberg, est notamment une des figures de la révolution conservatrice, donc c'est un mouvement intellectuel de l'Allemagne à cette époque-là, qui va promouvoir des idées profondément réactionnaires et conservatrices, parce que pas seulement conservatrices, mais aussi réactionnaires, vu que c'est des gens qui souhaitent, pour une bonne partie, retourner à la monarchie et donc la réinstauration de celle-ci. Eh bien, lui, il dira que, grosso modo, ce que démontre cette possession, ce monopole de la presse, enfin monopole, ce quasi-monopole de la presse qu'a Hugenberg, montre bien l'ineptie de la démocratie. C'est-à-dire que maintenant, on repose sur les gens qui sont libres de choisir et qui ont leur liberté de penser, mais en réalité, en contrôlant l'information, on est capable de leur forcer une pensée, et donc ils peuvent pas échapper au fait de
devoir des choix imposés à eux-mêmes. Et donc évidemment, l'avis de Oswald Spengler en tant que philosophe, c'est pas tant de condamner cette pratique qui va pousser à manipuler plus ou moins les électeurs et les électrices, mais plutôt de dire, bon bah voilà, cette liberté de penser, elle est illusoire, et donc la démocratie, c'est un mauvais système. Et puis, au sujet d'Hugenberg, il va nous dire aussi, Hugenberg, par ses qualités intellectuelles, surclasse de très loin ses avatars contemporains. Donc, grosso modo, ce qu'il nous dit, c'est que intellectuellement, il y a quand même quelque chose qui va en plus différencier Hugenberg de tous les gens à qui il l'a comparé, donc Rupert Murdoch, Silvio Berlusconi et Vincent Bolloré, dans l'idée où, et j'ai même envie de rajouter Pierre-Édouard Sterrin, ou dans l'idée où c'est quelqu'un qui est investi idéologiquement dans l'information, aussi dans l'industrie, mais aussi dans la vie politique législative. Il faut rappeler que c'est un député, il faut rappeler que c'est quelqu'un qui a participé à la constituante de Weimar et qui a une formation intellectuelle à la base. Et puis, il commence, d'une part, ce parti qu'il a cofondé, le DNVP, il est d'abord député, mais ensuite il en prend la tête, et il va prendre un rôle qui est particulièrement impactant, puisque à la tête du DNVP, il va pousser pour que le DNVP se place comme un opposant du gouvernement. Alors on rappelle que le gouvernement était dans un premier temps géré par le Parti socialiste, mais en tout cas à partir du moment où on commence réellement à s'y intéresser, les personnes qui sont à la tête du gouvernement, c'est le centre, donc le Zentrum, et des partis un peu plus à droite déjà. Et donc en se plaçant en opposition, lui, il va également refuser toute participation du DNVP aux différents gouvernements. Pour insister sur l'intelligence du bonhomme, Chapoutot, il va nous dire « Avant même sa croissance numérique, Hugenberg a bien identifié la force du NSDAP en matière d'organisation militante et de construction idéologique. Il est d'autant plus porté à considérer Hitler comme un petit frère doué que le discours du DNVP ne se distingue quasiment pas de celui des nazis. À une nuance tactique près, sous l'impulsion de Goebbels, l'appareil nazi mime parfois l'opposition au capitalisme financier identifié aux juifs, alors que le DNVP ne dévie pas d'une ligne pro-business sans nuance, ce qui irrite le Gauleiter de Berlin et maître de la propagande, qui le classe dans le camp de la réaction. » Donc ce qu'on nous dit, c'est que globalement, ce personnage dont on parle depuis tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a des idées à l'extrême droite, évidemment, mais qui a des idées qui sont en tout point les mêmes que celles des nazis, à la différence que lui va être plus honnête en réalité sur ce qu'il défend, c'est-à-dire qu'il va avoir une ligne libérale, pro-industrie, pro-business, etc. Quand de l'autre côté, les nazis vont s'amuser à distiller des semblants de oui, mais nous sommes un peu de gauche aussi parce qu'on est contre les inégalités, nous sommes le parti socialiste des travailleurs allemands. Donc, toutes ces choses où le RN adopte vraiment cette stratégie d'essayer de tromper son électorat, de tromper le peuple allemand, à faire croire qu'il ne serait pas brutalement d'extrême droite, alors que c'est en réalité ce qu'il est. Non content de nazifier l'espace public par ses médias et de contribuer ainsi au travail de propagande du NSDAP, Hugenberg travaille à l'intégrer à l'union des droites qu'il appelle de ses voeux. Et donc ça, c'est une grande lubie qu'on a chez pas mal de personnages de cette époque, c'est de créer cette union des droites. Alors, on a déjà vu que c'était le cas pour Hindenburg, que c'était le cas pour Brüning, que c'était le cas un peu moins, mais un peu quand même pour Schleicher, et que, encore une fois, c'est le cas ici pour Hugenberg. Qu'est-ce que c'est leur but à cette union des droites? L'ambition, c'est de créer quelque chose qui va être d'offrir un candidat commun pour la présidentielle de 1932. Et donc cette grande lubie de l'union des droites qu'ont pas mal d'hommes politiques de l'époque, ça a pour idée, et ça se réalise concrètement avec Hugenberg, notamment via deux faits assez marquants, même trois j'ai envie de dire. Le premier, c'est que avec le NSDAP, le DNVP appelle à un référendum pour remettre en cause le plan Young. Alors le plan Young, qu'est-ce que c'est? C'est une décision qui a été prise pour réduire la dette du traité de Versailles. C'est-à-dire que la dette du traité de Versailles, c'est les Alliés qui ont décidé que l'Allemagne, notamment, entre autres, devait rembourser des dommages pour la guerre de 14-18.
ce à quoi a œuvré énormément le gouvernement Müller, qui est un gouvernement socialiste. Mais l'extrême droite arrive en disant non, ça c'est pas une victoire. La victoire, ce serait on annule et on arrête de payer les réparations du traité de Versailles. Et donc ils organisent un référendum pour aller pousser l'opinion à dire non, non, mais il faut qu'on annule complètement. Il faut qu'on la position à prendre, c'est pas celle du gouvernement. Concrètement, ce référendum, il mènera à rien dans le sens où ils vont pas le gagner. En revanche, si on regarde d'un peu plus près, c'est notamment ce moment-là où le parti nazi va devenir un parti politique de premier plan, entre guillemets. Il va devenir identifié pour ses idées, pour les choses qu'il défend, et notamment pour ça. Et ça se fait notamment avec l'aide du DNVP, donc à l'alliance du parti nazi et du DNVP. Et puis, il y a un deuxième sujet qui va rentrer en ligne de compte, c'est qu'ils vont refaire quelque chose de similaire au moment où ils vont décider d'essayer de renverser le gouvernement prusse. Ce gouvernement prusse qui était une union de la gauche et du centre, alors la gauche pas très loin puisque c'est le SPD. Et pourquoi je précise? Parce que notamment, c'est aussi quelque chose qui va être soutenu par le KPD. Donc on va avoir le DNVP, le NSDAP et le KPD qui vont soutenir pour un renversement du gouvernement de Prusse et appeler à des réélections. Ce à quoi le SPD et le centre, etc., vont hurler à l'Alliance contre nature, les extrêmes, tout ça, vous connaissez la musique. Et donc c'est assez amusant parce qu'en fait c'est aussi quelque chose qu'on voit au travers de ce livre, c'est que selon chaque chapitre, en fait, on va analyser cette même période en partant de plus ou moins tôt. Hein. Là, on part de même avant 14-18, quand on s'intéresse à la carrière de Hugenberg, pour raconter sous des prismes différents un peu les mêmes événements avec plus ou moins d'attache à certains de ces événements. Et notamment, on voit qu'effectivement, sous cet angle-là, le récit est pas forcément le même. C'est-à-dire que le récit est moins de dire que le Parti socialiste va être la béquille du centre et de la droite qui vont promouvoir l'extrême droite, mais le récit ici, il pourrait être vu comme les partis d'extrême droite et, et le Parti communiste qui s'allient pour essayer de faire tomber un gouvernement un peu bourgeois, un peu... même si, dans les faits, les deux lectures peuvent se compléter. Et en fait, tout au long de ces deux séquences-là, la position du DNVP en tant que parti par rapport au nombre d'élus, au nombre de voix qu'il rassemble, c'est une position qui va chuter énormément parce que elle va être supplantée par des votes et des positions pour le NSDAP. En clair, quand le DNVP se casse la gueule, c'est parce que les nazis en tirent profit et récupèrent leur électorat. Et tout à l'heure, je disais qu'il y avait effectivement 3 événements, pour l'instant, j'en ai listé que 2. Et le troisième, c'est le front de Hartburg. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le 11 octobre 1931, ce sont plus de 10 000 personnes qui se réunissent pour acter la formation du front de Hartburg, une journée de discours et de défilés, de bières et de fanfares, ponctuée par une proclamation qui demande la démission immédiate du cabinet Brüning, dénonçant une castration économique et militaire de l'Allemagne. Le Front national exige un gouvernement vraiment patriote, propre à éradiquer tous les éléments de dissolution de l'Allemagne. L'opposition nationale a depuis des années alerté sans succès contre l'échec des gouvernements successifs de l'appareil d'État face à la terreur sanglante exercée par le marxisme, au progrès du bolchevisme culturel et à la destruction de la nation par la lutte des classes. Donc on est vraiment sur des discours qui sont profondément contre la gauche et contre le gouvernement et qui se positionnent clairement à l'extrême droite. Mais c'est à cet endroit-là où va se réaliser concrètement cette union des droites de manière le plus explicite qu'elle soit en réalité. Mais là, en réalité, c'est plus une union des extrêmes droites dans la mesure où on va du parti nazi jusqu'au DNVP. Mais on n'en est pas encore à inclure le Zentrum, etc. Donc le 11 octobre, il y a cette manifestation à Hartburg. Et le 16 octobre, il y a le vote pour
pour la défiance du gouvernement. Ce vote qu'on a déjà un peu couvert, puisqu'on a parlé de la politique de tolérance du SPD qui permet au gouvernement Bruning de rester en place. Et donc, le groupe du SPD ne votera pas cette motion de censure et soutiendra le gouvernement de droite de Bruning. Un gouvernement qui va être, comme on l'a déjà dit, de droite, austéritaire et de plus en plus incliné à s'aligner sur des positions d'extrême droite. En revanche, le DNVP, le NSDAP et le KPD, tous ces partis-là vont s'opposer et tenter de faire tomber le gouvernement, mais ça ne suffira pas. La position du SPD, elle est toujours la même, c'est de voter, de tolérer ce moindre mal qu'est le gouvernement de Bruning, parce que eux, ils ont peur d'une chose, c'est que si le gouvernement de Bruning tombe, que ce soit l'extrême droite qui prenne sa place. Ils ont aussi peur d'une chose, c'est que l'extrême gauche, donc les communistes, prennent aussi leur part du gâteau, et ce, à leur désavantage. Et donc, encore une fois, on peut un peu revoir ce même parallèle entre la situation qu'on a actuellement et se dire, effectivement, selon l'angle dans lequel on raconte les choses, selon la vision qu'on a des choses, on peut se dire qu'effectivement, dissoudre à ce moment-là, dissoudre, faire tomber le gouvernement à ce moment-là et donc dissoudre par la suite, est-ce que ça risque pas de donner le pouvoir à l'extrême droite? Situation dans laquelle on est actuellement. Et de la même manière, est-ce que maintenir en place un gouvernement qui est détesté par la population, par les partis politiques, autres que ceux qui sont en place, c'est aussi une bonne manière de faire pencher les gens à gauche plutôt qu'à l'extrême droite. Donc tout ce débat-là, qui est un peu le même débat qu'on revit actuellement, qui se joue à cette époque-là. Et toute cette stratégie d'alliance des droites, elle a un but principal, et son but principal, c'est trouver un candidat commun pour l'élection présidentielle de 1932. Alors évidemment, chaque parti y voit évidemment en se disant: «Bah oui, moi je l'ai le candidat, pour la présidentielle, c'est le nôtre et on va le pousser en avant». Notamment, le DNVP et Hugenberg espèrent être ce candidat à la présidentielle. Les espoirs de Hugenberg se heurtent à l'égoïsme nazi. Hitler s'est comporté comme un goujat à Bad Harzburg, quittant la tribune après le défilé des SA, faisant une scène épouvantable aux organisateurs parce qu'il voulait partir avant la fin. Une attitude qui exprime bien en quelle estime il tient ses partenaires de la National Opposition. De simples marchepieds, dont on peut bien utiliser les ressources et les réseaux, mais sans jamais leur donner quoi que ce soit en retour. Hugenberg se rêve en fureur d'une union des droites. Les hiérarques du parti nazi en rient ouvertement. Donc l'ambiance, elle est vraiment particulière dans le sens où il y a un mec qui arrive, qui est un mania des médias, qui a un pied dans l'industrie lourde, qui a aussi un pied anciennement au gouvernement, dans les structures publiques. C'est un mec qui a la main partout, qui a énormément de pouvoir et qui pèse énormément sur le débat public, qui met beaucoup de son pouvoir au service du NSDAP parce qu'ils défendent globalement les mêmes idées, et qui se dit: bon ça y est, c'est sûr, c'est moi qui vais arriver au pouvoir, c'est moi qu'on va décider de mettre en avant, et on va trouver un truc qui convient à tout le monde à droite, et ce sera moi. Mais dans les faits, on en est à les nazis qui en profitent très largement, mais qui sont ouvertement en train de se foutre de sa gueule en se disant: non, ce sera pas toi, gros. Et donc, comme tout ce monde-là cherche un candidat et que ils ont bien du mal à trouver un candidat sur lequel ils peuvent se mettre d'accord, la décision finale va quand même se porter sur Wilhelm, le fils de Guillaume II. Alors Guillaume II, on rappelle, c'est l'ancien empereur d'Allemagne, qui s'est fait chasser après 14-18 et donc qui est en exil. Et Wilhelm, c'est son fils. Donc l'idée, elle est vraiment de dire: on va amadouer les royalistes, parce que les royalistes, à l'époque, encore une fois, ça va du centre jusqu'à l'extrême droite, et on va proposer l'héritier légitime du trône, donc comme ça, on va pouvoir engranger des voix, et ça va bien se passer comme ça va créer un consensus de droite autour de ce candidat. Et ce type-là, il va être choisi malgré ce que dit Chapoutot dans le bouquin, c'est que tout le monde considère que les enfants de Guillaume II sont des idiots. Mais à défaut de mieux, ils vont choisir de proposer, de pousser en avant ce candidat-là qui sera Wilhelm II, donc le fils aîné.
Et puis au fur et à mesure que cette histoire elle prend forme, Guillaume II, donc l'ancien empereur, décide d'écrire une lettre à son fils pour lui dire par contre, en fait, nous, on est des royaux, on a un droit de pouvoir évident, et on se soumet pas aux élections, en fait. On n'a rien à foutre là-dedans. Enfin, en gros, il lui dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que nous on est d'héritage, on doit hériter du pouvoir. À aucun moment on doit se soumettre à se compromettre à une élection, quoi. C'est-à-dire que dans un certain sens, les royalistes qui sont en train de faire semblant d'être républicains, démocratiques, tout ça, eux, ils voient une solution pour réinstaurer discrètement la monarchie, mais les royalistes pure souche, les gens, enfin, le monarque, l'ancien monarque en exil, lui, il dit bah non, c'est une compromission de se soumettre aux lois de la République. Nous, on est de droit divin, on est ci, on est ça. Il n'est pas question qu'on se plie à des élections. Ce qui, in fine, fait que Wilhelm se présentera pas, mais il sera un soutien d'Hitler pendant ces élections-là. Et pas de et pas de Hugenberg. Et donc, bah, par sa position, en fait, comme il y a plein de gens qui sont royalistes, qui lui donnent du crédit et qui voudraient bah, réinstaurer la monarchie et donc redonner le pouvoir à ce type-là, ils ont un peu du mal à nager contre le courant une fois qu'ils lui ont donné tout ce buzz, là, entre guillemets. C'est un peu compliqué de faire demi-tour en disant ah mais non, il est en train de défendre les nazis, on peut pas faire ça, quoi. Et donc Wilhelm, qui est une personne qui est entourée de personnalités nazies, c'est-à-dire que sa femme, c'est quelqu'un qui est très investi dans le parti nazi, enfin qui est une adoratrice de ce parti. Il a des frangins qui sont très convaincus par le parti nazi et son idéologie. Et donc, bah, il va ne cesser de leur donner du buzz, quoi, leur donner de l'importance. L'élection va finalement avoir lieu, et ce qui se passe, c'est que bah, c'est Hindenburg qui sera réélu. Et suite à ça, bah, la question va être de dire, comme on l'a déjà évoqué, en fait, il y a des gens du gouvernement qui vont venir voir Hitler en lui disant allez, viens, sois dans notre gouvernement. Ça permettra, et ça, c'est l'hypothèse de von Papen qui finira comme elle finira, hein, comme l'histoire le raconte, de foutre des nazis au gouvernement pour montrer leur incapacité à gérer les affaires, etc. Et donc désamorcer la menace nazie sous leur point de vue. Et Wilhelm, notamment, lui, il va beaucoup œuvrer en disant auprès d'Hitler ah si, il faudrait quand même que tu penses à participer au gouvernement avec les autres, etc. Après l'épisode de l'élection présidentielle du printemps 1932, le prince héritier tente de peser auprès d'Hitler pour que celui-ci accède aux demandes répétées de von Papen, puis de Schleicher, de rejoindre un gouvernement d'union des droites, soit en acceptant d'être nommé ministre avec quelques autres nazis, soit en autorisant des membres du NSDAP à entrer au gouvernement. Il lui écrit en ce sens une longue missive en septembre 1932, à laquelle Hitler répond avec un brin d'humeur, arguant qu'un homme du peuple comme lui, un travailleur manuel acharné, ne se laisse pas acheter par le premier hochet venu, affirmant également que le temps des élites traditionnelles était peut-être passé. Un camouflet donc, dont Wilhelm ne prend pas la mesure. Et c'est assez drôle parce qu'on retrouve des éléments de langage de l'extrême droite qui vont se prétendre à la fois du peuple, de on est contre les élites, mais qui sont bah, complètement faux en fait si on gratte un peu le vernis, parce qu'en réalité, on l'a déjà dit dans un précédent live, au même titre que les positions pro-travail de Bardella, bah, les positions pro-travail de Hitler, c'est les mêmes, c'est du vernis. Si on gratte un peu, on se rend compte que c'est des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui n'ont jamais mis les pieds dans un réel travail, qui ont occupé des emplois fictifs. Et donc vraiment, on est quand même sur quelque chose qui est bah, assez risible si c'était pas aussi grave, quoi. Mais in fine, ce qui se passe, c'est que donc Hitler décide que non, on ne participera pas au gouvernement. Et globalement, c'est son obstination à ne pas vouloir rentrer au gouvernement qui fera que plus tard, on lui proposera non seulement de rentrer au gouvernement, mais la chancellerie. Et c'est à ce moment-là que Hitler décidera que bon, bah alors oui, peut-être. Et dès ce moment-là, la question de gouverner pour les nazis va commencer à se poser, va commencer
à être activée et à être mise en place, et la suite sera la suite, c'est-à-dire que les nazis étant au pouvoir, ils vont user et abuser des pouvoirs de police, d'éducation et des armées pour imposer leur règne sur l'Allemagne. C'est tout pour ce chapitre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à liker, à tous ces trucs-là des réseaux sociaux et machin de choses. Et puis, on se retrouve assez vite pour la suite et discuter d'un prochain chapitre. Merci, salut.